Donc merci d'être là ce soir pour cette conférence Prévention des maladies de civilisation. On va parler du surpoids, du diabète, du cancer, des maladies cardiovasculaires, du burn-out. Donc on a du travail ce soir. C'est ma conférence la plus complète. C'est la 3e fois que je la donne, celle-ci. Pour ceux qui me suivent un peu, je donne beaucoup de conférences dans la prévention des maladies de civilisation, mais plus spécifiquement soit le cancer, soit les maladies cardiovasculaires, beaucoup aussi sur la nutrition des enfants. Et ici, je me suis dit, on va essayer de tenter de faire tout, justement, de parler des points les plus importants. J'ai réparti cette conférence en 2 parties. Une partie où on est plus dans la conscientisation, et puis après, je vous donnerai 10 conseils pour une santé optimale. Donc, les 10 points qui me semblent les plus importants, que je répète tous les jours, moi et mon équipe, à nos patients en consultation. Nutrition et santé, un constat alarmant. Ben là, vous voyez les chiffres, on a de plus en plus de personnes qui souffrent de problèmes de santé, de surpoids, liés à ces déséquilibres alimentaires. On va parler d'alimentation transformée, on parlera aussi d'alimentation ultra transformée. On n'a jamais connu ça. L'excès d'alcool, le stress, on va aussi en parler, l'impact du stress, parce que la relation à l'alimentation est très émotionnelle, donc on remarque que quand on n'est pas bien, on n'est pas bien dans son assiette non plus. Donc j'ai une dame tout à l'heure en consultation, elle est un peu stressée pour le moment, au boulot c'est pas l'ambiance, à la maison non plus, et elle s'étonne qu'en rentrant du boulot, elle mange un cookies, puis 2, puis 3, puis elle se voit vider la boîte. Est-ce que parce qu'elle a faim? Est-ce que c'est parce qu'elle a bon appétit? Non, elle n'est pas bien, elle est stressée. En fait, le sucre qu'elle consomme, c'est un psychotrope puissant, ça fait libérer dans le cerveau de la sérotonine qui l'apaise. Donc je ne peux pas lui en vouloir, comme elle n'est pas bien, de vouloir s'apaiser en mangeant du sucre. Il y en a qui fument une clope, c'est pas mieux. Il y en a qui boivent un verre, mais il y en a aussi qui vont faire du sport, il y en a qui vont se faire masser, il y en a qui ont une passion. Donc on a plein de psychotropes, mais le sucre en fait partie, et on en parlera. Vous voyez, il y a 50 ans d'ici, on consommait 5 kilos par an par personne, et on est passé à 80 kilos par an par personne, et on n'a jamais eu des chiffres comme ça au niveau de cette consommation de sucre, et c'est pour ça qu'on a du diabète, on a une croissance du diabète en Belgique et dans le monde entier. Et ça, c'est pas normal, c'est lié justement à cette consommation excessive de sucre. Et si vous voulez, quand on voit cette évolution, on comprend facilement quand tu étudies un peu le corps humain. Moi, au départ, je suis licencié en physiologie, donc j'ai étudié beaucoup le corps humain et son fonctionnement. Et quand tu vois comment fonctionne un pancréas, tu trouves logique que c'est pas possible qu'il puisse assimiler autant de sucre et qu'il n'est pas géré pour ça. Donc on a des problèmes à l'heure actuelle, on a des maladies, ce qui est fou de ce qu'on appelle de civilisation. Eh bien, on se crée des maladies en se civilisant. Donc ça, c'est l'humain, c'est l'homme avec ses paradoxes. Donc on s'est créé des maladies à cause de cette malbouffe et cette bouffe de plus en plus transformée. Et notre petit pancréas qui est fait pour gérer ces montées de sucre, et il le fait très très bien. Une fois qu'il y a du sucre dans le sang, on ne peut pas en avoir de trop, donc il libère de l'insuline pour justement essayer de stabiliser ça, mais qu'il n'a pas prévu que vos enfants allaient manger des chocs à pic le matin, des tartines de Nutella, donc il n'est pas fait génétiquement pour ça, parce que notre système génétique, si vous voulez, se modifie d'1,5% par million d'années. Donc comment voulez-vous qu'on puisse justement bien gérer ces aliments que l'on donne à nos enfants ou qu'on consomme soi-même? Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le pancréas, il n'est pas content, et des fois il tient bien, il craque qu'à 50 ans, mais il est fait pour vivre 100, 120 ans, un pancréas, et s'il craque à 50 ans parce qu'il tire la langue, parce qu'on a tiré dedans, c'est comme votre voiture, si vous tirez dedans, à un moment donné, elle fatigue, et au lieu de faire 200 000 km, vous ferez que 100 000 km. C'est pareil, le corps humain, c'est une machine, et il faut prendre soin d'elle, et des fois, justement, le but, c'est d'informer les personnes par rapport à ça, et malheureusement, il y a beaucoup de désinformation, puisque quand on voit la publicité que l'on fait à destination des enfants et qu'on leur présente ce qu'est un bon petit déjeuner, on est loin de se préoccuper de leur santé. Parce que si vous voulez, les habitudes alimentaires à l'heure actuelle sont dictées par l'agroalimentaire à coup de publicité de médias. On se rend compte que les gens mangent un peu comme la télévision leur dit de manger. Et si vous ne venez pas un peu vous informer, que vous ne prenez pas des lectures, que vous informez pas, à un moment donné, on fait des erreurs. Et moi, j'en ai fait aussi beaucoup parce que on nous a jamais appris vraiment c'est quoi bien manger. Et c'est le but, et c'est pour ça que je donne énormément de conférences, j'écris beaucoup pour justement essayer de partager, parce que je pense que c'est ça qui manque, c'est de la connaissance, de l'information. Parce que si vous saviez ce que je sais, je suis certain que ça serait tellement facile pour vous de manger mieux pour vous et vos enfants. Et ça ne serait pas compliqué, vous ne trouveriez même pas d'excuses, ça serait une évidence, comme ça l'est pour moi. Comme ici, il y a peut-être un architecte ou une architecte qui vient, si elle vient dans ma maison, elle va dire « Mais monsieur Arnaud, vous n'avez rien compris, vous n'auriez pas dû utiliser cet isolant-là. »
vous auriez dû mettre cette pièce-là là-bas. Ben oui, mais moi je ne sais pas, on ne m'a jamais appris. Donc le but, c'est vraiment de partager de l'information. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je suis convaincu que quand on sait pourquoi on le fait, ben, on a plus envie de le faire et la connaissance crée le plaisir. Plus vous en savez, c'est pour ça que je vous félicite de prendre un peu du temps ce soir pour venir vous informer, parce que je dis souvent à mes étudiants que l'intelligence, c'est de prendre conscience de sa méconnaissance. Donc je pense que j'ai que des gens intelligents devant moi qui viennent chercher de l'information. Et la connerie, c'est d'être inconscient de sa méconnaissance. Donc tu es con et tu ne sais pas que tu es con. Donc ça devient un niveau assez élevé de bêtises. Ceux qui ne sont pas venus ce soir et qui croient savoir, et quand on voit ce qu'ils mangent demain matin au petit déjeuner, ben, tu te dis, ben, ils auraient mieux fait de s'informer. Mais voilà. Donc, en 2030, ces maladies de civilisation seront responsables de 70% de décès, 50% des maladies dans le monde. L'obésité est un véritable fléau. L'Europe menacée par une épidémie d'obésité. Vous avez vu en Belgique les statistiques, on a une personne sur deux en surcharge pondérale. On n'a jamais vu ça. Alors qu'on montrait les États-Unis du doigt, eux, ils étaient aussi depuis longtemps une personne sur deux, mais on se dit ça n'arrivera jamais chez nous. Ben, on y est arrivé cette année, une personne sur deux en surcharge pondérale. En 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent ont été multipliés par 10. Les projections sur 2030 sont pessimistes et prévoient une augmentation de l'obésité. Tu m'étonnes, plus d'un adulte sur deux, plus d'un enfant sur 6 en surpoids ou obèse. Ce qu'il faut faire attention, c'est cette graisse qui est viscérale. Donc, comme vous voyez ici, sur la flèche, c'est cette graisse abdominale. Donc quand j'ai un patient en consultation, on le pèse, mais on regarde surtout les paramètres au niveau masse graisseuse, masse musculaire. Et moi, ça ne me dérange pas d'avoir des patients des fois qui sont en surpoids. S'ils sont en surpoids de muscles, ma foi, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui ne sont pas des fois en surpoids, mais qui ont un petit ventre comme ça. Et ça augmente les risques cardiovasculaires. Donc il vaut mieux mesurer son tour de taille que son poids. Parce qu'au niveau viscéral, cette graisse est inflammatoire. Et vous allez voir que toutes les maladies de civilisation ont un point commun, c'est l'inflammation. Donc plutôt que de faire des régimes hypocaloriques pour faire maigrir les gens, il vaudrait mieux leur faire une alimentation anti-inflammatoire. Et on va voir que ce n'est pas si compliqué d'y arriver, mais on a tellement une alimentation qui est pro-inflammatoire, qui engendre notamment le surpoids, les maladies cardiovasculaires et le cancer. Vous voyez, risque relatif de la mortalité, pas en fonction du poids, mais en fonction de la circonférence abdominale. Donc vous pouvez vous mesurer. Le tour de taille, chez un homme, c'est 94 cm, et chez une femme, il ne faut pas dépasser 80 cm. Le tour de taille, il se prend entre la dernière côte et le nombril. Donc si ça continue comme ça, vous voyez vers où on va. Ça, je vous présente l'évolution de l'être humain. Ça fait un peu rigoler, mais vous voyez, avant on avait l'Homo sapiens, maintenant on a l'Homo sapiens obesus diabeticus afflamaticus acidifus. Demi-tour, on a tout foiré. C'est vrai qu'on peut se poser la question, et bon, d'un point de vue nutritionnel, mais d'un point de vue écologique, c'est le même constat alarmant, malheureusement. Et vous verrez aussi, moi je suis très sensible à l'écologie, mais on peut faire, en mangeant mieux justement, avoir un impact énorme au niveau écologie, parce que quand on prend plus soin de son corps, vous verrez qu'automatiquement vous prenez plus soin de la planète aussi, et vice-versa. Le plastique, c'est très mauvais pour la planète, mais on va voir que le plastique, c'est très très mauvais aussi pour nous. Il y a une croissance des cancers du sein. On a eu les derniers chiffres de l'INSERM. Il y a 60% de cancers du sein en plus en 25 ans. Donc une croissance de 60%. On n'a jamais eu des chiffres comme ça. Donc les scientifiques, qu'est-ce qu'ils se font? Ils se posent la question, qu'est-ce qui a changé en 25 ans? Un cancer, c'est très compliqué, c'est plurifactoriel, il n'y a pas de raison, mais quelque chose qu'il n'y avait pas il y a 25 ans, justement, ce sont ces perturbateurs endocriniens, les phtalates, les bisphénols qu'on retrouve dans les plastiques, et qui malheureusement, nos enfants grandissent là-dedans, et eux sont très très sensibles. C'est mauvais pour tout le monde, mais un enfant, et pire un fœtus qui est en contact avec des phtalates, ça a un impact. Ça a un impact sur l'expression des gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est comment voir comment un gène va s'exprimer en fonction de son environnement. Et on voit que justement ces perturbateurs endocriniens perturbent sur le très long terme et ça augmente malheureusement les risques de cancer hormonodépendants. Donc vous voyez, on le combat pour la planète, mais il faudrait aussi le combattre pour maintenir un bon état de santé. Explosion du diabète dans le monde, ça je vous en parlais, on va beaucoup en parler ce soir, de qu'est-ce qu'on peut faire pour le prévenir, parce que s'il y a bien une maladie que l'on peut prévenir facilement, c'est le diabète. Et tout à l'heure en consultation, j'ai encore eu un homme de 40 ans qui souffre de diabète, c'est pas normal, on n'avait pas ça dans nos cabinets avant. On acceptait
qu'une personne de 70 ans ait un diabète, bon, son pancréas fonctionne un peu moins bien, on vieillit. Voilà, mais à 40 ans, avoir un diabète, c'est pas normal. Et c'est une conséquence. Elle me dit, ben oui, ces derniers mois, j'ai pas fait fort attention. Mais je dis, monsieur, c'est pas ces derniers mois qu'il faut regarder, c'est ce qui s'est passé dès l'enfance, parce que votre corps est sympa, il vous a géré ça, mais à un moment donné, ben, à force de cracher de l'insuline, ben, il a fait une résistance à l'insuline, donc ce qu'on appelle le diabète de type 2, et il prend du poids, parce que plus tu fais de l'insuline, plus que tu grossis naturellement, parce que l'insuline ne fait pas que rentrer le sucre dans les cellules, mais elle fait rentrer aussi les acides gras dans nos adipocytes, et c'est pour ça qu'il prend du poids. Mais voilà, c'est la conséquence de son alimentation déjà dans son enfance, et je calcule avec lui ce qu'il consommait de sucre sur une journée, on était plus ou moins à 68 morceaux de sucre consommés quotidiennement. Et il me disait, mais monsieur Lavandin, je fais attention, je ne mets plus de sucre dans mon café. Mais oui, mais tu en consommes quand même 68, parce que tous les jours tu manges un gros dagobert, par exemple, pour vous donner une idée, c'est 28 morceaux de sucre. Ben voilà, une demi-baguette de pain blanc, c'est une charge glycémique importante, on va en parler tout à l'heure. Mais vous voyez, on ne se rend pas toujours compte. Alors si c'est un sportif et qui se dépense, ma foi, il va l'utiliser ce sucre, mais il est assis toute la journée et à un moment donné, ben, ça coince. Le cancer en Belgique, 180 nouveaux cas de cancer par jour. Je suis très actif dans la prévention du cancer du sein et il y a vraiment énormément de choses que l'on peut faire pour le prévenir, mais malheureusement, les gens s'y intéressent quand ils ont le cancer. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est de se dire, ben voilà, on a un capital santé, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas justement tomber malade? Et il y a des choses que l'on peut faire, mais malheureusement, on les apprend des fois trop tard. Et c'est ça le but aussi de toute cette information, c'est de donner des outils aux personnes pour être aussi acteurs de sa santé. Parce qu'on peut remettre sa santé entre le médecin, le spécialiste, les entreprises pharmaceutiques qui peuvent trouver des médicaments pour nous sauver. Mais à un moment donné, vous avez vu, on n'arrive pas à sauver tout le monde. Et par contre, on peut faire la différence en justement devenant, à mon avis, un peu plus acteur de sa santé et en investissant là-dedans. Et je pense que c'est l'avenir de la médecine, ce serait une médecine plus préventive. Parce qu'on gère mieux la maladie qu'avant. Ça, c'est clair qu'il vaut mieux avoir le cancer maintenant qu'il y a 25 ans d'ici. On n'a jamais sauvé autant de vies, donc ça, c'est super et merci la médecine. La chirurgie a énormément évolué, donc c'est formidable, mais on n'a jamais eu autant de gens malades. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. On traite bien la maladie, mais il y a de plus en plus de gens qui arrivent à l'hôpital avec des maladies. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Et vous voyez, ici, on a une piste, hein, parce qu'on dit que le cancer, c'est génétique. Oui, certes, il y a une partie de génétique, mais vous voyez, il n'y a que 5 à 10% des cancers qui ont une origine génétique. Donc, entre guillemets, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous l'attraperez. Et je ne suis même pas d'accord sur cette théorie, puisqu'on sait maintenant, avec les connaissances qu'on a en génétique, qu'on peut même avoir un mauvais gène et ne jamais développer la maladie, parce que le gène s'exprime en fonction de son environnement. Donc, s'il a un environnement propice à ne pas développer un cancer, donc une alimentation anti-cancer, ben même ce gène-là ne se transformera pas, si vous voulez, en une maladie. Mais l'environnement est responsable principalement des cancers, à 90-95%. Alors, c'est quoi l'environnement? Ben, vous voyez, l'alimentation représente 30 à 35% de l'origine des cancers. Et fonction des cancers, ben, vous voyez, un cancer du sein, ben, c'est plutôt 50% qui est lié à l'alimentation. Un cancer colorectal, c'est 70%, c'est un peu logique. Donc vous voyez, en moyenne, c'est une moyenne de 30 à 35%. Le tabac, ben ça je vous apprends rien, responsable de 25 à 30% des cancers. Donc vous imaginez quelqu'un qui fume son paquet de clopes par jour et qui bouffe n'importe quoi, ben 70% en chance d'en plus, enfin de malchance d'attraper un cancer. Les infections, ben certaines infections peuvent, mais ça en médecine on arrive à mieux les gérer qu'avant. Donc voilà, une femme qui souffre d'un papillomavirus, ben, s'il n'est pas traité, ben, ça pourrait dégénérer en cancer. Quelqu'un qui a un Helicobacter pylori au niveau de l'estomac, ben, s'il n'est pas traité, ça peut dégénérer en cancer. Et pourquoi? Ben, parce que ces virus, ces bactéries, tout ça, si vous voulez, créent de l'inflammation. Et c'est cette inflammation qui peut dégénérer et se transformer en cancer. Donc c'est pour ça qu'on va beaucoup parler d'alimentation anti-inflammatoire, parce que c'est cette inflammation qui est le générateur, si vous voulez, du cancer. L'obésité, 10 à 20%.
Donc on peut avoir envie de maigrir d'un point de vue esthétique, mais j'encourage les personnes en surpoids à maigrir pour aussi vivre plus longtemps. C'est pour ça qu'on parle aussi d'obésité morbide, parce que l'espérance de vie diminue en fonction du surpoids. Et on voit que des femmes qui sont en surpoids ont plus de risques de faire par exemple un cancer du sein qu'une femme qui maigrit et qui a eu un cancer du sein a moins de chances de faire une récidive, et c'est tant mieux, parce que le tissu gras, on a cru longtemps que c'était un tissu inerte, si vous voulez, mais ça sécrète des hormones, si vous voulez. Donc le tissu gras, il libère une enzyme qu'on appelle l'aromatase et ça transforme les androgènes en œstrogènes. Donc ça veut dire simplement que la femme est inondée d'hormones. Alors c'est pas grave, de la puberté à la ménopause, il y a les ovaires qui fabriquent les hormones, jusque-là c'est normal. Le sein qui est la glande la plus sensible aux hormones chez la femme et la prostate chez l'homme est sensible aux hormones que les ovaires fabriquent de la puberté à la ménopause. Ça c'est logique. Mais quand on a du tissu gras en plus qui fabrique encore des hormones indirectement, le sein, il n'est pas prévu pour recevoir autant. Et il y a une hypersensibilité aux œstrogènes à un moment donné. Trop, ça peut, je dis bien ça peut, parce que pas toujours, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui doivent s'accumuler, c'est plurifactoriel, déclencher un cancer. Et quand en plus la personne est en surpoids et qu'elle consomme indirectement des plastiques, des phtalates et bisphénols, qui vont se mettre sur les récepteurs œstrogéniques, vous voyez, à un moment donné, le sein, il ne sait plus gérer ça, c'est trop. Et c'est ça qui peut être à l'origine d'un cancer. Donc nous, on ne va pas parler du traitement du cancer, parce que je serais un charlatan de vous dire qu'en prenant du curcuma et du thé vert, vous allez vous soigner de votre cancer. Par contre, en prévention, ça a un impact. On voit qu'au niveau GNS, initiation d'un cancer, des gens qui ont une alimentation anti-cancer, préviennent justement le développement. Par contre, quand ça a été détecté, il y a souvent, quand une microtumeur est détectée, il y a souvent des millions, des milliards de petites cellules cancéreuses, et ça, il y a chimio, rayons, chirurgie à l'heure actuelle. Maintenant, l'immunothérapie, il y a beaucoup de recherches à ce niveau-là, et je suis content parce que l'immunothérapie, c'est ce qu'on va voir ce soir. C'est quoi l'immunothérapie? C'est donner à notre système immunitaire le moyen de se défendre lui-même. Quand vous mangez mieux, vous donnez à votre système immunitaire ce qu'il faut pour qu'il puisse se défendre. Donc, et vous voyez, la prévention, ça peut être de 1 an à 40 ans, et c'est de ça qu'on va parler, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'une cellule se mute, parce qu'un cancer, ça démarre par une mutation. C'est au niveau de nos gènes, il y a une mutation. Et cette mutation, si vous voulez, ce n'est pas dangereux quelque part, parce qu'on en fait tous les jours. Mais on a des chirurgiens de l'ADN qui réparent tous les jours cet ADN pour éviter que ça dégénère. Et des fois, il y a des mutations qui sont plus graves, des mutations qui sont dans l'équilibre de la cellule. Donc on a des oncogènes, ce sont des gènes qui disent aux cellules « divise-toi », et on a des anti-oncogènes, ce sont des gènes qui disent aux cellules « arrête de te diviser ». Et quand vous avez une mutation qui s'est mise à ce niveau-là, vous le savez tous, un cancer, c'est une cellule qui n'arrête pas de se diviser, elle n'a plus de frein, ou elle a trop d'accélérateur. C'est une mutation qui se fait à ce niveau-là. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a des globules blancs qui circulent tous les jours, qui voient qu'une cellule est anormale, on les appelle des natural killers, et elles les bouffent, et c'est réglé. Donc même si on a une mutation, on a le moyen de stopper ça. Et si quand bien même on n'arrive pas à le stopper, on a une protéine, on a un chaperon dans toutes nos cellules qui voit si la cellule est en train de déconner. Il y a plusieurs protéines, mais il y en a une qui est assez connue, c'est la protéine P53, et qui dit à la cellule « Ah, je vois que tu es en train de déconner, on suscite », ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire. Certaines chimiothérapies essayent de restimuler cette apoptose cellulaire. Donc on a plein d'outils pour essayer justement d'éviter de développer un cancer. Et nous, ce qu'on étudie, c'est de se dire « Mais pourquoi chez une personne ça a fonctionné, cette protéine, et pourquoi chez un autre ça ne fonctionne pas ?» Et c'est ça qui nous passionne et qui nous intéresse beaucoup, et qu'on fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et vous voyez, une carence en zinc, par exemple, empêche cette protéine de bien fonctionner. Les mutations, on va voir que c'est des agressions de notre ADN. Donc si vous avez une alimentation plus protectrice de votre ADN, plus antioxydants, on va beaucoup parler des fruits, des légumes et tout ça, c'est clair que vous protégez plus votre ADN. C'est comme si vous mettez de l'antirouille sur le fer, vous allez le mettre dehors, ça va pas rouiller, vous en mettez pas, il va rouiller. Notre ADN peut être agressé par l'air qu'on respire, tout simplement, la pollution, mais ce n'est pas grave parce qu'il a les capacités de se protéger de ces agresseurs-là, et c'est le but ce soir de vous partager tous ces outils. Donc notre challenge de demain, c'est vivre plus longtemps, de préférence en bonne santé, parce qu'à l'heure actuelle, on ajoute des années à la vie, mais au final, très peu de vie aux années. Et on a beaucoup de personnes âgées, on dit qu'on vit plus longtemps, mais dans l'état qu'elles sont, avec des Alzheimer, des maladies dégénératives de plus en plus présentes, c'est pas ça qu'on veut, c'est vraiment, quand je dis vieillir en bonne santé, c'est vraiment avoir toutes ces facultés, ces capacités. On va voir qu'il y a des populations dans le monde qui arrivent très bien, on va essayer de s'en inspirer.
Mais encore fatigue, susceptibilité aux infections, douleurs chroniques. J'ai donné une conférence dans un hôpital à Verviers, justement au service de la douleur. Donc, vous voyez, on peut justement aider nos patients à avoir moins mal par aussi une alimentation antidouleur, anti-inflammatoire. Tout cela est logique, comme Aristote le disait, nous sommes ce que nous mangeons, les aliments que nous consommons sont la seule source d'énergie de notre corps, mais nous mangeons toujours ce dont nous avons envie et rarement ce dont nous avons besoin. Et on va voir de quoi notre corps a-t-il besoin pour bien fonctionner. Ce que vous ingérez, ce que vous dégagez, ça paraît assez évident quand on lit ça. Un enfant de 8 ans est capable de le comprendre et pourtant, quand tu vois des fois ce que tu absorbes, tu te poses la question, est-ce que tu es bien conscient de ce que tu fais? Tout le monde le sait, tout le monde se sent concerné, mais qui veut préserver ou améliorer sa santé, ben ça c'est tout le monde, je pense, qui est intéressé. Mais quand tu demandes, qui est prêt concrètement à faire ce qu'il faut, et ben voilà, moi le but, c'est pour ça que je vous donne cette conférence ce soir, c'est qu'à la fin de la conférence, qu'il y ait un peu plus de mains levées.